C'est la suite de Média en scène au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Merci à vous qui nous suivez sur le site de Média en scène et vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag MES5 dans le prolongement de la conversation qui vient juste de se terminer autour de la formation des journalistes dans le domaine scientifique ou dans celui du climat. Aujourd'hui, comment justement connaissances et médias peuvent s'articuler autour de l'urgence climatique? Le débat est mené par Olivier Delagarde. Bonsoir Olivier. Bonsoir Eric, merci pour cette introduction. Effectivement, très heureux d'être ici dans ce studio 104 qui est un studio mythique de la Maison de la Radio. On va se poser quelques questions. Est-il souhaitable, possible de faire de la vulgarisation scientifique dans les médias? Comment faire? Est-ce que les scientifiques sont les meilleurs pour parler de science finalement dans ces médias, pour donner le goût ou répondre à d'éventuelles polémiques? Y a-t-il un public aussi pour suivre des programmes scientifiques? On va en parler pendant une demi-heure avec Nicolas Arnaud. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut national des sciences de l'univers au CNRS. Et puis Sandrine Trainer. Bonjour à vous Sandrine. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, je ne sais plus à cette heure-là ce qu'on dit. Moi non plus. Mais on est juste à la limite. Directrice évidemment de France Culture. On va commencer avec vous d'ailleurs Sandrine. Ça a quelle place la science sur France Culture? Ça a une place grandissante d'abord. Ça a une place à la fois grandissante en termes de temps d'antenne, pour parler un peu vulgairement, mais ça a une place grandissante à tous les sens du terme parce que je pense que nous vivons dans une société qui a enfin pris conscience que la science n'était pas réservée aux scientifiques, qu'il était fondamental de comprendre que la science faisait partie du bien commun, du patrimoine commun, devait faire partie aussi du débat commun, du débat collectif, et qu'à ce titre-là, à France Culture, aujourd'hui, nous considérons que la science, elle doit être présente du matin jusqu'au soir. Et d'ailleurs, à la rentrée, nous avons créé un journal des sciences en matinale. Pardon. Voilà. Il y a le journal des sciences à 8h50. Il y a également... Il y a un journal des sciences à 8h50. En quotidien. Il y a une émission scientifique, voilà, tout à fait, du lundi au vendredi. Il y a une émission tous les jours l'après-midi, de 16h à 17h, qui s'appelle maintenant La Science CQFD. Et puis, il y a aussi une chronique de culture générale scientifique faite par Étienne Klein, elle aussi en quotidienne. Et puis, chaque été, maintenant, nous avons un magazine scientifique à l'antenne de France Culture. Mais ce qui est important, au fond, c'est à la fois le temps qu'on y consacre, évidemment, l'énergie, le talent, etc. Mais aussi, tout simplement, cette question de l'exposition. Faire un journal des sciences dans une matinale qui dure 5 bonnes minutes, qui est faite par une journaliste scientifique de grand talent, c'était un geste très important de notre rentrée. Bon, et ça marche? Et évidemment, ça marche. Alors, évidemment, attendez, c'est pas forcément si évident que ça. Oui, mais c'est plus joli si on dit évidemment. Non, évidemment, ça marche parce que je crois que la curiosité des publics à l'endroit de la science est immense. Que évidemment, tous les événements de ces dernières années, de la pandémie, même si une pandémie, c'est des questions de santé, pas que de science, mais en l'occurrence, que de la pandémie aux questions évidemment climatiques, tout le monde a compris qu'on avait besoin de comprendre des choses et que la science devait être une somme de connaissances et de disciplines de plus en plus partagées. Donc oui, les gens sont à l'écoute. Si je vous donne un chiffre, le journal des sciences qui vient donc d'être créé, aujourd'hui, c'est 250 000 personnes à l'écoute tous les jours. Et puis, il y a un podcast. Ça fait 3 stades de France, remplis pour écouter le journal des sciences. Le journal des sciences, et ça ne fait que commencer. Ouais. Bon. Non, je pense vraiment que l'appétit est extrêmement fort et que tout l'enjeu des scientifiques comme des médias, et c'est vrai pour France Info, Olivier, comme pour France Culture, c'est de savoir comment est-ce que l'on fait pour dédramatiser l'accès peut-être à des choses dont on a gardé des souvenirs scolaires qui sont parfois un peu douloureux. Mais en fait, ça n'a rien à voir, la science et l'école. Nicolas Arnaud, on vous a facilité la tâche quand même, puisqu'on vous a placé à côté de Sandrine Trainer et que, évidemment, France Culture, c'est par essence le bon élève en matière de connaissances, de savoir. Mais on peut dire, il y a de plus en plus de médias aujourd'hui en France. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de science sur les médias ?
Alors d'abord, effectivement, j'aurais pu plus mal tomber, et je dirais, y compris à France Culture, qui s'est beaucoup ouvert depuis longtemps maintenant à la communauté scientifique, au CNRS, mais pas que. Je crois qu'on parle de plus en plus, effectivement, de connaissances sur les médias, pas forcément de science. Et à mon sens, l'une des difficultés, je pourrais presque reprendre en miroir ce que Sandrine Trainer disait de l'implication de France Culture à l'intérieur de la science. Je pense qu'il y a, de façon miroir, plus d'opportunités offertes aux scientifiques de participer à travers les médias, mais aussi, je crois, j'en suis convaincu, il y a de plus en plus de scientifiques qui sentent l'importance de construire, de partager ce qu'est la complexité du monde. Et là aussi, ça change, à mon avis, de plus en plus le lien entre la science et la population de façon générale. Oui, on n'a jamais eu autant besoin de science pour éclairer le chemin. Et c'est pour ça que notre travail ensemble est absolument essentiel. Mais vous avez ce sentiment, vous, au CNRS. Alors, votre mission, c'est de faire avancer le savoir. Mais est-ce que c'est aussi de le transmettre? Est-ce que vous avez cette fibre-là également? Oui, absolument. Alors, d'abord, je crois que les scientifiques individuellement l'ont. Et la maison CNRS se l'est clairement donnée comme mission. Et le motto de Antoine Petit, qui dirige notre belle maison CNRS, est d'ailleurs la science pour la société. Je rajouterais presque la science dans la société également. Et que ce soit au niveau des collègues individuellement ou de la prise de conscience de l'ensemble de la maison CNRS, et je dirais bien au-delà des acteurs, des opérateurs de recherche, comme on dit, les organismes, les universités, je crois qu'il y a vraiment une conviction partagée que faire de la science ne suffit pas pour convaincre, ne suffit pas pour démontrer, et que donc on doit travailler à expliciter la complexité du monde, et que ça fait partie de notre mission de façon intégrante. Sandrine Trainer, les scientifiques sont les meilleurs pour parler de science sur une radio comme France Culture? Ah oui. Ah oui, ça mais vous n'êtes pas obligé de dire oui parce que vous êtes en fait, qui d'autre? Vous êtes obligé de bien parler dans le micro parce que sinon on ne vous entend pas. Oui, non, qui d'autre? Je crois pas que... en l'occurrence, je crois que chacun doit faire son métier. C'est-à-dire les journalistes sont là pour adresser les bonnes questions et les scientifiques sont là pour essayer d'y répondre. Et qu'il faut que chacun soit bien de son côté. Oui, mais parfois un scientifique, on ne comprend rien à ce qu'il dit. Eh bien, alors, le talent du journaliste, cher Olivier, c'est aussi de choisir les scientifiques qu'il invite à son micro. Alors, il y a des scientifiques qu'on ne comprend pas, et franchement, on croit qu'on ne comprend pas, mais en fait, on a accès quand même à un langage, et parfois, il est éminemment poétique aussi, et finalement... il aide à comprendre des choses, même si instantanément, on n'a pas tout compris. Donc, on ne comprend pas forcément le scientifique, mais on aime bien le bruit que ça fait, quoi. Eh bien, ça peut se produire, figurez-vous. D'abord, ça peut se produire, et puis d'autre part, moi, je crois à l'effort, en fait. C'est-à-dire, je crois pas du tout qu'on soit comme des bébés qui ont besoin d'être gavés et nourris avec des choses comme ça évidentes qui nous satisfont immédiatement. Je crois que les gens sont prêts à engager des efforts pour essayer de comprendre. Et vous écoutez un scientifique qui vous parle de choses qui peuvent être compliquées, mais dont son travail sera précisément à la fois de préserver la complexité de son sujet, tout en essayant de nous la simplifier. Et il y a des moments où vous le comprenez, puis pendant quelques minutes, vous allez le perdre, et c'est pas grave, vous allez retrouver des choses. Moi, il me semble toujours qu'à la fin, en fait, il faut se dire, il y a un ou deux trucs que je ne savais pas avant et que je viens d'entendre et peut-être de comprendre. Et puis ensuite, on prolonge. Je veux dire, il ne s'agit pas de tout comprendre en un instant. Et il faut dire quand même que les scientifiques ont changé d'attitude à l'égard des médias. Je pense qu'il y avait une véritable réserve pendant des années. Moi, ça fait un moment que j'exerce mon métier. Je m'en souviens quand même, vous étiez peu nombreux à être prêts justement à faire ce travail avec nous. Aujourd'hui, vous y êtes prêts. Et... Vous avez l'impression que les scientifiques ont changé en la matière ? Oui, j'en suis tout à fait convaincu. Ça tient beaucoup à un effort mutuel, ça tient à un changement générationnel aussi, dans la façon dont la science est vécue et dont finalement
les chercheurs se sentent également citoyens et se sentent une responsabilité citoyenne. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, puisqu'on parle aujourd'hui du climat, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'ensemble de cette anxiété climatique. Et je peux témoigner ici que les collègues qui, en plus, travaillent sur le climat ressentent peut-être encore plus fortement que d'autres cette anxiété climatique est une responsabilité en tant que scientifique et citoyen d'éclairer le chemin. J'aimerais rebondir sur quelque chose dont parlait Sandrine Trainer juste à l'instant. Il y a effectivement deux mondes qui ont mis du temps à s'apprivoiser, mais qui ont beaucoup travaillé et convergé culturellement. Un élément qui est très important dans le rôle relatif du scientifique et puis du journaliste, de la journaliste, c'est que le scientifique est dans son rôle, alors non pas de sachant, mais d'avoir éclairé une partie de la complexité du monde et d'essayer de l'expliquer et de donner une qualification, une qualité à ce qu'il dit. Pourquoi n'utilisez-vous pas le terme de sachant ? Parce que, attendez, on va venir sur ce débat, et la pandémie l'a quand même posé pas mal, mais si vous-même, vous refusez le terme de sachant, alors... Parce que je trouve qu'on confond trop souvent la notion de sachant et la notion d'omniscient. Et le risque, lorsqu'un scientifique est dans les médias et discute, c'est qu'il dépasse le niveau de ce que l'éthique devrait l'obliger de dire, et là où il devrait s'arrêter, parce qu'il y a des choses qu'on sait et on est sachant sur un certain domaine et sur un certain champ et sur des éléments, et puis il y a des choses où on n'est pas sachant, où on est apprenant. Où on est apprenant justement de ce qu'est le monde. Un élément qui me semble essentiel, et je rebondis sur le débat qui avait lieu juste précédemment, c'est le temps. Le temps des médias, le temps de la recherche. Cette question d'apprivoisement, cette question de ce que peut faire le journaliste pour aider le scientifique à exprimer ce qu'il sait, ça demande du temps. Parce que c'est compliqué. En fait, le climat, c'est compliqué. Le changement climatique, c'est compliqué. La biodiversité, c'est compliqué. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne doit pas l'expliquer, mais pour ça, il faut du temps. Non, mais cela dit, c'est vrai que on est à la fois, on est forcément partenaire, mais y compris dans des temporalités qui peuvent nous opposer. Je veux dire, nous, effectivement, journalistes, on a envie d'entendre parler d'un sujet parce qu'il se pose le jour où il se pose. Et on n'a pas envie que des scientifiques nous disent « Écoutez, c'est trop tôt, pour l'instant, je ne sais pas encore, pour l'instant, l'espace du doute est trop élevé. » Et au fond, évidemment, on a raison les uns et les autres. C'est-à-dire, nous, on a raison de vouloir en parler au moment où on sent qu'on peut capter l'attention de notre public. Et vous avez sans doute raison de nous dire « Halte là, c'est trop tôt, c'est pas sûr, vérifions d'abord. » Donc, on n'est pas toujours d'accord. Et c'est bien aussi, ça. Et c'est sûr que le format, la durée d'une chronique ou d'une émission scientifique, elle est importante. Sur France Culture, on a du temps, ce sont des formats plus longs. Moi, je travaille sur une chaîne où les formats sont quand même beaucoup plus courts. C'est possible d'expliquer des choses compliquées en peu de temps ? Oui, moi j'en suis absolument convaincu parce que on peut éclairer par morceaux en fait ce qu'est la réalité scientifique. Je pense que ce qui est très important, c'est que chacun ait conscience du format justement. C'est que lorsque le scientifique est saisi par un média, qu'il y ait une négociation préalable pour savoir ce qui va être possible de dire en fait, et donc de caler dans une certaine mesure les attentes des uns et des autres. Il y a le format, il y a le public aussi. On ne s'adresse pas forcément de la même façon à un auditeur de France Culture qu'un auditeur de France Bleu, et je dis ça sans aucune espèce d'arrière-pensée, parce que justement, vous avez travaillé, me disiez-vous, sur France Bleu. Oui, il y a des années, France Bleu Auvergne, avec des collègues que je salue, on avait lancé une émission scientifique. Mais c'est là que le rôle du journaliste, de celui qui est le médiateur, est très important. Parce que vous êtes ceux qui connaissez le mieux, effectivement, l'ensemble des auditeurs qui sont derrière votre format particulier, non seulement de radio, mais de type d'émission.
Et donc, c'est avec vous qu'on doit travailler en amont, comme on l'a fait d'ailleurs en se parlant un petit peu avant, pour savoir quel est le type de message qu'on est capable de véhiculer sur un format particulier et pour un public particulier. Et pour moi, le rôle du journaliste s'apparente beaucoup aussi à, par exemple, le travail de médiateur que font les enseignants chaque jour. Et lorsque vous travaillez avec des élèves de primaire ou des terminales, eh bien, vous ne travaillez pas de la même manière. Vous êtes un médiateur et vous adaptez la façon dont vous faites cette médiation. Le problème, c'est évidemment, il y a d'un côté l'auditeur qui peut trouver ça compliqué. Et puis d'autre côté, il y a le scientifique qui se dit ça c'est simpliste, on ne peut pas dire les choses, on ne peut pas résumer comme ça, on ne peut pas aller aussi vite. Et pourtant, il faut trouver un mix entre les deux, quoi. Oui, c'est un travail en part entière, c'est aussi une acculturation à part entière. Je crois que c'est aussi accepter une certaine dose de frustration mutuelle parfois, mais que c'est nécessaire. Sandrine Trainer, venons-en à ce qui s'est passé quand même durant la pandémie. Où finalement il y a eu un rejet de certains auditeurs de la parole scientifique. Comment est-ce que vous avez, vous, finalement, négocié cette position, cette difficulté ? En l'occurrence, honnêtement, nous, on ne l'a pas senti comme ça. Et on n'a pas tellement été confrontés au sujet, si ce n'est en termes d'éthique journalistique et professionnelle. C'est-à-dire très vite, on a pris le parti, mais je suppose que vous avez fait de même, de commencer par interroger chaque scientifique ou médecin qui venait sur l'antenne en lui demandant qui il était, s'il avait des liens d'intérêt avec tel ou tel laboratoire ou thème de recherche, etc. Mais en fait, nous, on a plutôt parié sur le fait que le service public devait s'engager au maximum du côté de la connaissance sur le terrain de ce qui se passait. Et donc, nous, on a en fait créé un podcast dès le premier jour de la pandémie. Et chaque jour, avec en l'occurrence Nicolas Martin, qui était le journaliste qui faisait ce travail, on essayait sur 5 minutes de dire en gros ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. À date X, voilà. On est aujourd'hui, voilà ce qu'on peut dire, voilà ce qu'on ne sait pas encore, voilà ce qu'on ne peut pas dire. Et on a mené ça tous les jours. Écoutez, c'est un podcast qui très vite a représenté un peu plus d'1 million de téléchargements et qui a vécu pendant toute la première phase de la pandémie de cette manière-là. Ensuite, la question du rejet de la science, des scientifiques, de certaines personnalités ou de certains sujets, on en a fait des sujets de débat sur l'antenne. Je veux dire, la science est devenue en elle-même un sujet de débat, au fond, sans doute comme elle ne l'avait jamais été dans notre pays. Donc on a débattu des problèmes que posait la science, que posait la parole scientifique. C'était quand même rudement intéressant. C'est intéressant parce que moi je vais compléter ce que vous dites, Sandrine Trainer, parce que j'ai également moi le souvenir le samedi de manifestations. Alors il n'y avait pas énormément de monde, mais il y avait des gens qui venaient manifester devant la maison de la radio en disant Radio France, salaud, aux bottes, à la solde de Macron et de l'industrie pharmaceutique, pensée unique. Enfin, on entend toujours les mêmes. Il n'y a pas de place au débat. Il y avait une place au débat, vous pensez, scientifiquement parlant, à ce moment-là ? Moi, ce que je trouve assez a posteriori assez remarquable, c'est la façon dont finalement la question de la pandémie et l'intervention des scientifiques est progressivement passée d'une situation où évidemment chacun leur demandait des réponses, parce que là aussi il y avait une anxiété très grande, une question individuelle qui se posait, à finalement une exposition de la méthode scientifique en elle-même. On est passé d'un moment où les médias cherchaient une réponse absolue parce que derrière, il y avait des auditeurs qui voulaient cette recherche absolue, à un moment où de plus en plus dans les médias, et c'était vrai notamment à partir du mois d'avril-mai de 2020, les scientifiques venaient expliciter ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas, quels étaient les degrés de certitude ou pas qu'on pouvait avoir. Et
finalement, si on regarde a posteriori, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. La façon dont on a pu avoir sur des plateaux, pendant des temps longs, des scientifiques qui exprimaient le doute qu'ils pouvaient avoir, et quelle était la démarche qui allait pouvoir permettre de lever certains de ces doutes, et puis qui permettait de les lever à un certain moment, moi, c'est ça que je retiens, beaucoup. Oui, et moi, par nature, je suis plutôt favorable à l'ouverture du débat. C'est-à-dire, je ne crois pas du tout que les gens prennent passivement ce qu'on leur dit, je dirais que ce soit à la radio, à la télévision ou ailleurs. Et je crois qu'on n'a jamais fait progresser la connaissance en essayant d'enfouir les questions qui posent problème sous les tapis. Donc, par ailleurs, je pense qu'il ne fallait pas avoir peur d'affronter les questions difficiles, en sachant très bien que voilà, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, c'est une vieille phrase enfin un siècle, c'est rien, de Paul Valéry. Tout ce qui est simple est faux, tout ce qui est compliqué est inutile. Ça se vérifie tous les jours, c'est pas grave, on continue. La complexité, peut-être, Nicolas Arnaud, c'est que parfois, la parole scientifique, et on l'a bien vécu durant la pandémie, elle a une dimension également qui peut être politique. Oui, qui peut être militante également. Je pense que ce qui fait là la limite de l'exercice, c'est l'éthique. C'est-à-dire qu'en tant que scientifique, on a une éthique, c'est-à-dire qu'il faut se baser sur des faits que l'on a pu démontrer comme étant vrais. Et à partir du moment où on continue à avoir cette éthique et que l'on porte une conviction personnelle en tant que citoyen, mais avec une éthique qui est basée sur la démarche scientifique, je pense que c'est très bien. Là où le problème survient, c'est quand, par conviction d'une certaine thèse, mais qui n'est pas démontrée, le scientifique sort de son éthique personnelle, y compris pour aller vers du militantisme qui n'est pas soutenu. Donc je pense que tant que la position individuelle, elle est appuyée sur une éthique scientifique de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, et qui nous donne des convictions, c'est très bien. Mais il faut quand même garder en tête, parce que sur la question de la pandémie, il y a eu mille ambiguïtés et ambivalences, mais notamment celle, me semble-t-il, importante de comprendre qu'un médecin et un scientifique, on ne qualifie pas les mêmes professions, on ne qualifie pas les mêmes savoirs. On sait très bien que dans la médecine, il y a quand même une partie empirique qui a à voir avec la vie de nos corps et de nos âmes et de nos cerveaux, ce qui a assez peu de rapport avec une expérience en laboratoire. Et je pense qu'en fait, on a trop mélangé à ce moment-là ce qui relevait de la médecine et ce qui relevait de la science. Une fois encore, je crois que ce n'est pas du tout la même chose, en fait. Alors, il y a un autre très bon exemple de communication scientifique. On peut dire, vous l'avez évoqué très brièvement, Nicolas Arnaud, c'est la communication autour du changement climatique. Alors, je signale d'ailleurs que le CNRS publie un petit ouvrage, Tout comprendre ou presque, sur le climat au CNRS édition. Évidemment, on vous le recommande dans les meilleures librairies. Comment est-ce qu'on fait pour bien communiquer autour d'un sujet aussi complexe dans les médias, à votre avis? Je pense qu'on change son logiciel dans la façon dont on communique. Ce petit livre est né d'une constatation lorsque je suis arrivé à la tête de l'Institut national des sciences de l'univers du CNRS. C'était que quand on tapait changement climatique sur Internet, les 2 ou 3 premières pages sur lesquelles on tombait étaient des sites climato-sceptiques ou climato-réalistes. Et on ne tombait pas sur le site du CNRS. Et on s'est dit qu'évidemment, on ne pouvait pas incriminer les gens qui ne trouvaient pas, mais la façon dont nous, manifestement, donnions à voir que certaines choses sont sues ou pas sues, qu'il y a des vérités scientifiques ou des doutes. Et donc, on a commencé à travailler avec l'ensemble des auteurs de ce livre-là, Anne Brest qui est en charge de la communication au CNRS pour les affaires sciences de l'univers. Et puis, bon pote, on s'est dit, l'important, c'est justement de donner à voir différemment ce dont on est sûr, ce dont on n'est pas sûr, et la méthode scientifique en elle-même, pour reprendre une émission que j'aime beaucoup. Et donc, on a travaillé, par exemple, sur une représentation graphique simplifiée d'un certain nombre de notions, et déjà passer par la simplification graphique d'un certain nombre de notions qui sont complexes, c'est déjà finalement arriver à un petit peu la substantifique moelle. Un bon dessin est parfois mieux qu'un long discours. Ce qui ne fait pas nos affaires toujours en radio, mais ce n'est pas grave. On est d'accord. Ouais. Et ensuite, travailler à relayer sur le site du CNRS le dessin qui était fait par l'intermédiaire du site de Bon Pote,
qui lui-même a vraiment un savoir-faire particulier dans la façon dont il s'adresse et justement dans la façon dont il travaille à ces messages-là, relayés sur Twitter. Et la grande joie qu'on a eue, c'était de se rendre compte qu'en travaillant différemment dans la façon dont on communiquait, on touchait aussi beaucoup de gens qui ne seraient pas venus sur le site du CNRS, qui n'auraient pas visité un certain nombre de sites, mais qui prenaient l'habitude de venir parce que de semaine en semaine, chacun des petits sketch notes qui étaient mis, c'était un petit peu une histoire qui se constitue au cours du temps. Et de semaine en semaine, le nombre de gens qui venaient voir augmentait. Et donc, je pense que c'est une expérience réussie parce qu'on a changé le logiciel et que nous nous sommes appuyés sur des personnes, Bombot là en l'occurrence, qui sont des médiateurs, qui nous aident à transmettre. Et avant de prendre des questions dans le public, Sandrine Trainer dit quelque chose dont on n'a pas parlé, mais évidemment Nicolas Arnaud nous parlait de Twitter. C'est le site de France Culture, évidemment, et qui donne une vision surmultipliée de tout ça, avec les podcasts et puis tout ce qu'il y a sur le site. C'est-à-dire que nous, on essaye à la fois, évidemment, de faire une radio tous les jours, mais par ailleurs, de créer aussi sur la plateforme qui est aujourd'hui la plateforme de Radio France, un corpus d'émissions de référence, de documentaires de référence, et là aussi que le temps, c'est le temps du moment, mais c'est le temps d'après, et c'est important de documenter les choses dans le temps. Je veux dire, on l'a fait sur la pandémie, on le fait sur un tout autre sujet, je sais pas, sur la guerre en Ukraine à Radio France. Je pense que ça fait partie des missions du service public, justement, de ne jamais quitter le temps, et c'est le temps du moment où ça se passe, et puis c'est le temps d'après, et c'est important que tout ça reste là. J'aime bien que vous parliez de temps, Sandrine Trainer, parce que nous, on a le commandeur Valmir, qui est le gardien du temps. Est-ce que nous avons le temps, maître, de prendre une question dans le public ? Bon, alors on va conclure, malheureusement, et je vais vous demander quand même un tonnerre d'applaudissements pour nos deux intervenants très brillants. Et puis vous renvoyez donc à ce livre du CNRS, Tout comprendre ou presque sur le climat. Merci à vous, Nicolas Arnaud. Merci à vous, Sandrine Trainer. Merci d'être beaucoup, passé par le Olivier studio Delagarde. Merci de votre accueil. 104. Et c'est aussi frustrant pour tout le monde, croyez-moi, le temps qui passe. On aimerait parler ici pendant des heures. C'est ainsi, avec cette conversation, que se referme ce chapitre sur Sciences Médias, Sciences et Journalisme. La radio, un média du XXe siècle, un média qu'on disait tué par la télévision, qu'on disait tué par Internet, qu'on disait tué par les réseaux sociaux, et un média qui est toujours vivant, plus que jamais avec l'audio. De la radio à l'audio, on en parle juste après. C'est avec Sybille Veil et Gilles Marchand. Média en scène continue. À tout de suite.